Bonjour, je suis ravie de vous accueillir pour le webinaire numéro 2, Vivre avec ma polyarthrite rhumatoïde, et qui est dédié au traitement de la femme atteinte de polyarthrite rhumatoïde. Les intervenants sont le professeur Thierry Chaéverbeck, le docteur Didier Poivret et le docteur en pharmacie Jean-Michel Mrozowski. Je remercie bien sûr les patients pour leur témoignage et je donne tout de suite la parole au professeur Thierry Chaéverbeck à la suite des témoignages. Alors, que sont les traitements de la polyarthrite rhumatoïde? Alors, d'emblée, on va séparer deux types de traitements. Et vous voyez, je faisais l'erreur que font tous les médecins. 3 types de traitements. 2 médicamenteux, 1 non médicamenteux. Et là, vous allez voir, j'ai insisté, mais vous voyez, c'est tout à fait révélateur. Moi-même, même si je suis convaincu du contraire, j'allais les oublier. 2 types de traitements qui sont les traitements symptomatiques, donc les médicaments qui vont agir sur le symptôme articulaire, sur ce qui vous conduit à consulter un médecin. Un deuxième traitement médicamenteux qui est le traitement qui vise à corriger l'inflammation en cours et donc maintenir, si vous voulez, le couvercle sur la marmite et endormir la maladie. Et un troisième traitement qui sont les traitements non médicamenteux et sur lesquels vous allez jouer finalement beaucoup plus que les médecins, puisque le médecin, ne promène pas son rhumatologue sur son dos, heureusement, parce que de temps en temps, ils sont grassouillés, ils sont un peu lourds, mais il y a une part de la prise en charge qui va beaucoup plus relever de l'investissement personnel du patient, on y reviendra. Alors, les traitements symptomatiques, grossièrement, il y en a 3 types. Les antalgiques, voilà, quand vous avez tous pris du paracétamol, vous voyez bien que c'est très, très insuffisant à gérer quoi que ce soit, même si ça peut être un petit appoint, au moins, par moment, quand vous faites une petite poussée articulaire, ça peut aider indiscutablement. Alors, il y a les antalgiques simples, comme le paracétamol, et puis il y a les petits opiacés. Dès qu'on parle de douleurs prolongées, de douleurs chroniques, finalement, ces traitements opiacés sont mal supportés et sont finalement pas si opérants que ça. Mais ça peut être une aide ponctuelle indiscutablement. Deuxième traitement, les anti-inflammatoires non stéroïdiens, ces fameux anti-inflammatoires qui font des trous dans l'estomac, qui sont aussi mal supportés par les reins très souvent. Là aussi, un appoint, mais on n'a jamais miraculé une polyarthrite rhumatoïde avec des anti-inflammatoires. Et donc, ça, indiscutablement, c'est une aide ponctuelle quand on fait une petite poussée de la maladie, mais ça ne peut pas constituer un traitement permanent de la polyarthrite. Et puis, le troisième traitement à action immédiate, c'est beaucoup plus complexe à évoquer, ce sont les corticoïdes. Alors, les corticoïdes, il n'est pas innocent de rappeler que, si vous voulez, la prédnisone, sont
des médicaments qui sont des copies d'une hormone naturelle qu'on appelle le cortisol. Le cortisol est fabriqué par une glande qu'on appelle la glande surrénale ou surrénalienne, et la fabrication du cortisol est sous la dépendance de neuromédiateurs qui sont l'adrénaline, la noradrénaline. Alors, je mélange complètement l'esprit avec des noms grossiers presque, mais adrénaline, noradrénaline, ça doit vous rappeler quelque chose. Ce sont les médiateurs du stress. Et en fait, si vous voulez, si on revient sur fondamentalement ce qu'est la physiologie de la réponse au stress, c'est quand vous avez une menace physique, psychique, tout ce que vous voulez, vous êtes stressé, vous êtes tendu, vous crispez vos muscles, vous avez le cœur qui bat plus vite, la respiration qui s'accélère également, les poils qui se dressent sur la tête, ça c'est plutôt chez les animaux, la pupille qui se dilate, voilà, puis vous êtes complètement en éveil. Et cet éveil pour répondre à l'agent menaçant, ça passe donc, et l'adrénaline qui fait accélérer le cœur, qui va déclencher la fabrication de cortisol au niveau de la surrénale, et le cortisol va avoir différentes actions, mais la première des actions, c'est de libérer du glucose à partir du stock de glycogène qu'on a au niveau du foie, et permettre donc de libérer du sucre. Et le sucre, il est nécessaire à deux choses. Un, la cervelle qui ne mange que du sucre, et donc être tous les sens en éveil, prêt à répondre à l'agression, et puis aux muscles, et donc prêt soit à se battre, soit à fuir. Ça, c'est la réponse au stress ancestral. Le stress dans la vie de l'humain moderne, c'est les empoisonnements du quotidien, c'est le téléphone qui sonne, c'est la charge de travail, c'est les difficultés dans la vie avec les enfants, avec tout ce que vous voulez, qui est un stress permanent et qui mène à une espèce d'épuisement de ces réponses, progressivement de ces réponses à la fois hormonales et des neuromédiateurs. Et finalement, si vous voulez, le cortisol, il a, au-delà de cette participation de la réponse au stress, il a une deuxième fonction, c'est de corriger l'excès d'inflammation qui également est une modalité de réponse au stress. Et donc, on a copié ce cortisol pour en faire un médicament, la prédnisone ou la prédnisolone. Et dans les années 50, ça a valu le prix Nobel à un médecin parce qu'on avait considéré qu'il avait guéri la polyarthrite rhumatoïde en 1952. Ouh, ça vous paraît bizarre. En fait, si vous voulez, ce médecin américain donnait tellement de cortisone aux malades qu'il n'y avait plus une polyarthrite qui bougeait, sauf que quelques mois après, on s'est rendu compte que tout le monde développait d'énormes effets secondaires, parce que quand on utilise la cortisone à forte dose, ça donne tout un tas de complications. En faisant libérer du sucre en permanence, ça donne le diabète, ça donne des cataractes, ça donne un vieillissement cutané très prématuré avec des ecchymoses partout et un flétrissement de la peau, ça donne de l'ostéoporose, enfin voilà, ça donne tout un tas de complications, y compris cardiovasculaires, qui n'est vraiment pas ce qu'on cherche dans une polyarthrite rhumatoïde. Donc la cortisone a eu une période d'euphorie, très vite une sous-utilisation, et puis à l'heure actuelle, finalement, on considère que c'est à la fois un médicament indispensable, mais dont il faut se passer très vite. Et donc, si vous voulez, c'est un appoint indiscutable pour aider le traitement à induire une rémission. Il n'y a aucun médicament qui donne aussi facilement des rémissions rapides, mais on utilise à des doses extrêmement parcimonieuses et avec un désengagement dès que faire se peut. Et donc, si vous voulez, la stratégie à l'heure actuelle, c'est très souvent de vous proposer un peu de cortisone en tout début de maladie et d'essayer d'obtenir son sevrage, c'est-à-dire d'arrêter complètement les corticoïdes dans les 3 premiers mois, dès que le traitement de fond, le deuxième traitement dont on va parler maintenant, est efficient, est opérant. Parfois, on n'y arrive pas, et parfois, on garde un petit socle de 1, 2, 3 mg, mais on essaye de ne pas donner plus. Plus on est au-dessus de 3, 4, 5, plus on voit s'accumuler les effets secondaires. En dessous de 5 mg, ça reste très, très discutable et on peut être amené à prendre un traitement comme ça de façon un peu prolongée, même si vraiment on essaye de ne plus le faire du tout.
parfois, en revanche, si vous voulez, même si la maladie est parfaitement équilibrée par un traitement, ça n'empêche pas de refaire une poussée parce qu'il y a un événement de la vie courante, un facteur alimentaire, on ne sait pas trop, qui va déclencher de nouveau une poussée. Et là, la meilleure réponse à la poussée, si on veut encore une fois s'en sortir rapidement, ça va être de nouveau quelques milligrammes de prédnisone ou de prédnisolone qu'on essaye de réduire et de ramener à néant. Alors, le deuxième traitement médicamenteux, qui est vraiment un traitement majeur, c'est ce qu'on appelle les traitements de fond. Les traitements qui vont mettre le couvercle sur la marmite du système immunitaire pour empêcher l'excès d'immunité et l'excès d'inflammation. Ces traitements, il y en a plusieurs types. Il y a des traitements qu'on appelle conventionnels, ou conventionnels synthétiques, parce que c'est des produits chimiques traditionnels. Et alors, il y a plusieurs médicaments, mais on va en garder vraiment un qui est le traitement majeur qu'on donne essentiellement en début de maladie et qu'on peut poursuivre après en association aux autres traitements, c'est par exemple le méthotrexate. Le méthotrexate est devenu le produit de première ligne dans la plupart du temps pour la polyarthrite rhumatoïde. Et schématiquement, le méthotrexate, c'est un produit qui agit pas vite, c'est du diesel. Donc, ça va agir, si vous voulez, après 1 mois et demi, 2 mois d'administration hebdomadaire. Et donc, c'est ces 2 mois-là où il faut bien, si vous voulez, on ne peut pas vous laisser souffrir pendant 2 mois. C'est donc dans cette période où on a vraiment besoin du support des traitements anti-inflammatoires et notamment de la cortisone. Et puis, dès que le traitement était efficace, dès que le traitement par méthotrexate est efficace, on va essayer de réduire cette cortisone. Alors, la réponse, vous voyez bien que c'est un traitement qui n'est pas si vite que ça. Et schématiquement, à l'heure actuelle, la stratégie thérapeutique, c'est on met en route le méthotrexate, on essaye d'augmenter la dose progressivement pour que le malade supporte mieux le traitement, une prise hebdomadaire. Et puis, on fait le premier bilan à 3 mois. À 3 mois, soit il y a un début de réponse franc, et bien sûr, on va continuer, même si on n'est pas à l'objectif thérapeutique, mais on va continuer. Si on n'a pas du tout de réponse, eh bien, on va passer au braquet supérieur. Alors, cette stratégie, on va essayer de mieux la décrire tout à l'heure. Le braquet supérieur, ce sont les traitements qu'on appelle ciblés. Ciblés, ça veut dire qu'on a identifié, si vous voulez, certains mécanismes de la maladie, le rôle de certaines cytokines, par exemple le TNF, par exemple l'interleukine 6, et où on parlait de l'interféron tout à l'heure, et on a des médicaments qui vont cibler de façon plus ou moins spécifique ces cytokines. Alors, les anti-TNF ciblent le TNF, les anti-IL6 ciblent l'IL6, et puis on a maintenant des produits qu'on appelle inhibiteurs de JAK, de Janus kinase, qui vont cibler en fait plusieurs cytokines, mais notamment, par exemple, l'interféron. Et donc, ces produits peuvent être utilisés indifféremment, et on n'a pas de marqueurs qui permettent de prédire la réponse à ces traitements, donc on va les utiliser de façon successive dans le temps chez différents malades et rester plus ou moins longtemps en fonction de la réponse clinique. Ça, c'est vraiment les traitements majeurs de la maladie. Et ces traitements, quels qu'ils soient, que ce soit le méthotrexate ou a fortiori les traitements un peu plus puissants que les traitements ciblés, à partir du moment où ils mettent la maladie en niveau extrêmement réduit d'activité ou en rémission, ce qui est encore mieux, eh bien, la plupart du temps, ils permettent de prévenir complètement l'apparition des déformations articulaires et des destructions qu'on voit à la radio. Et donc, si vous voulez, la stratégie thérapeutique à l'heure actuelle, et ça c'est crucial que vous compreniez la démarche du rhumatologue, c'est je veux que ma malade soit contente de moi et donc la mettre en rémission, ou le plus près possible de la rémission. Premier objectif du traitement. Deuxième objectif du traitement, qu'elle n'ait jamais de déformation. Voilà, je ne veux plus voir, et actuellement on ne doit plus voir, les déformations articulaires. Ça, c'est vraiment les 2 objectifs qui sont dans l'esprit, dans la tête de votre rhumatologue. Et si on veut vraiment respecter scrupuleusement ces 2 objectifs, en fait, on a une démarche dans le temps qui est extrêmement bien codifiée à l'heure actuelle, c'est j'introduis mon traitement de fond le plus tôt possible, le plus rapidement possible, à la dose suffisante, donc la dose tolérée, bien sûr, mais une dose suffisante pour avoir le plus de chances, maximiser les chances d'obtenir le résultat. Et ça, initialement, ça va être le méthotrexate.
Donc, pour soulager, je donne un petit peu de cortisone ou d'anti-inflammatoire et d'antalgique. J'introduis mon traitement de fond et je vais juger au 3e mois si j'ai un début de réponse. Si j'ai un début de réponse, je poursuis, éventuellement j'optimise le traitement en augmentant la dose, en modifiant ce qu'on peut modifier. Et à 6 mois, je dois vérifier que je suis à l'objectif thérapeutique. L'objectif thérapeutique, c'est rémission ou le plus près possible de la rémission. Alors, qu'est-ce que c'est que la rémission? C'est pas d'inflammation dans le sang ou une inflammation extrêmement réduite et pas ou très peu d'articulations encore légèrement tuméfiées ou un petit peu gonflées, ou le moins possible d'articulations douloureuses. On a des scores d'activité, vous avez forcément entendu parler de ce fameux DAS 28, Disease Activity Score, pour parler en patois britannique, donc le score d'activité clinique 28, on le recherche sur 28 articulations, qui doit être inférieur à un seuil où on sait très bien que statistiquement, la très grande majorité des gens ne vont plus évoluer vers la moindre déformation, la moindre dégradation articulaire. Voilà, donc ça c'est l'objectif clinique, la rémission ou la quasi-rémission. Et le deuxième objectif, c'est je vérifie à la radio qu'il ne s'est rien passé et que la maladie ne continue pas finalement de façon sournoise et en sommeil à abîmer l'articulation. Si je n'ai pas ces deux objectifs à 6 mois, je passe au braquet supérieur, je passe à un traitement ciblé. Et pour chaque traitement ciblé, je veux me remettre dans une fourchette d'évaluation, comme ça, une période d'évaluation de 6 mois. Entre 0 et 3 mois, je vérifie qu'il y a un début de réponse. Et entre 3 et 6 mois, je vérifie que j'obtiens l'objectif thérapeutique. Et par cycle de 6 mois, on peut être amené comme ça à passer d'un traitement à l'autre, je vous rassure beaucoup. Et d'ailleurs, vous le savez, c'est généralement des périodes beaucoup plus longues, parce qu'il peut toujours y avoir, au bout d'un moment, l'organisme s'habitue, on ne sait pas très bien pourquoi, mais il peut y avoir des phénomènes d'échappement au traitement. Et donc, ça nécessite la surveillance. Alors là, je vous ai parlé des 2 traitements qui sont les traitements médicaux classiques et ceux que donne votre rhumatologue le plus habituel. Et puis, j'ai parlé d'articulation gonflée, j'ai parlé de douleur articulaire, j'ai parlé d'activité biologique de la maladie, et puis j'ai pas du tout parlé de fatigue, j'ai pas du tout parlé d'entrain, de motivation, j'ai pas parlé de dépression, j'ai pas parlé de tout ça. J'ai pas parlé de tout ça parce que nos traitements marchent pas là-dessus et que ça désespère les médecins. Et là, vous avez grossièrement 2 façons d'y répondre qui sont diamétralement opposées. Il y a un certain nombre de collègues, alors, pas en France, mais il y a un certain nombre de collègues qui considèrent que finalement, il y a des choses ressenties par le patient qui ne sont pas des vrais symptômes de la maladie et dont il ne faut pas tenir compte. Et donc, il y a un certain nombre de collègues qui considèrent qu'on doit uniquement décider des traitements de la polyarthrite sur des critères durs que sont la douleur, l'inflammation articulaire et l'inflammation à la prise de sang. Et qu'on ne doit plus demander l'avis du malade. Vous imaginez bien que si je vous présente les choses comme ça, c'est que ça ne recouvre pas mon opinion. Et que mon opinion, à l'inverse, c'est de considérer qu'il y a des symptômes visibles qui sont associés aux destructions articulaires et qui donc doivent être l'objectif majeur et le premier objectif du clinicien, mais qu'il y a un autre corpus de symptômes cliniques qui sont la fatigue, qui sont la dépression, qui sont la perte d'entrain et la difficulté, l'altération de la qualité de vie, la difficulté à entreprendre des choses, à vouloir faire une marche avec les enfants, une partie de vélo, une partie de foot. Et tout ça, ça fait partie des symptômes qui vont être corrigés, en fait, pas par des médicaments, mais par un investissement du patient dans tout un tas d'autres thérapeutiques complémentaires qui vont être, l'activité physique. Alors ça paraît toujours extraordinairement surprenant, parce que le faire de l'activité physique, ça fatigue, mais il n'y a rien qui corrige mieux la fatigue que l'exercice physique. Ça, c'est une certitude, et c'est une place majeure qui doit être faite à l'heure actuelle à tout ce que sont les activités physiques adaptées, parce qu'évidemment, il ne faut pas vous faire n'importe quoi. Si on vous lance dans un marathon avec une polyarthrite rhumatoïde, ça ne va pas le faire, ça ne va pas marcher. Voilà. Mais si vous voulez guider, et je pense que là, les associations ont un rôle majeur à jouer dans la promotion de ces thérapeutiques complémentaires, et notamment de l'activité physique adaptée. L'activité physique adaptée, même si on l'a fait sur ordonnance,
la personne qui vous encadre n'est pas rémunérée. Et donc, il faut trouver des structures, il faut trouver des investissements qui permettent d'accompagner les patients vers ce type de prise en charge thérapeutique, et c'est authentiquement du traitement. Voilà. Donc ça, c'est vraiment majeur, ça améliore le métabolisme, ça fait regagner de la masse maigre sur la masse grasse. C'est un complément magique des traitements. Et on sait même, parce que là, ça a été vérifié, et nous, on a une étude en cours ici, que ça participe à la correction de l'inflammation. Donc, c'est vraiment un adjuvant majeur des traitements médicaux. Et en plus, c'est complètement naturel, c'est super écolo, ce qui est très, très à la mode. Même si, à titre personnel, c'est pas ma très forte tendance. Mais l'activité physique majeure. Deuxième chose, c'est les thérapeutiques qu'on appelle psychocomportementales. Alors là, c'est des gros mots, c'est dérivé de beaucoup du vocabulaire utilisé par nos confrères psychiatres, mais c'est aussi des choses majeures. C'est pas innocent d'avoir eu mal pendant longtemps, c'est pas innocent d'avoir été sous la pression de l'interférone pendant longtemps, et il y a, si vous voulez, une réorganisation du tissu cérébral qu'on commence à bien connaître à l'heure actuelle, qu'on peut étudier par vous avez peut-être déjà vu la tête de Mathieu Ricard, ce bonze d'origine française. Quand il travaille en neurosciences, il a une espèce de casque avec des électrodes partout. On le passe également à l'IRM, ce qu'on appelle, on fait une IRM fonctionnelle pour voir quelle zone du cerveau s'allume en fonction de ce qu'on lui dit, en fonction on lui appuie, on lui déclenche des douleurs, en lui passant la peau sur la main, etc. Quand on fait ce type d'investigation à des patients qui ont une polyarthrite rhumatoïde, on voit très très bien qu'en fonction de la prolongation, si vous voulez, de la période auquel les malades ont été exposés aux douleurs, eh bien, on voit apparaître des réorganisations, finalement des schémas cérébraux qui s'activent en fonction des événements de la vie, en fonction encore une fois, du déclenchement d'une douleur comme pincer la peau, qui sont très proches de ce qu'on voit dans d'autres maladies qui se caractérisent par une douleur chronique, par exemple la fibromyalgie. Et là, c'est des éléments sur lesquels on peut intervenir avec des traitements qui paraissaient il y a encore peu complètement ésotériques, mais dont on commence à vraiment bien comprendre comment ça marche. C'est le yoga, la méditation, l'hypnose, qui sont des éléments totalement majeurs pour, si vous voulez, déconnecter finalement le cerveau qui devient hyper attentif à la douleur. J'aime bien l'expliquer de la façon suivante, même si c'est que partiellement vrai, mais si tous les jours vous jouez de l'accordéon ou vous jouez du piano, vous allez développer une gestuelle qui est de plus en plus fine et vous allez faire des mouvements, vous allez vraiment être de plus en plus agile. Ça, c'est l'entraînement. Et l'entraînement, en neurosciences, quand on met les capteurs de synapse, on voit très bien que pour faire ce petit mouvement, quand vous jouez, encore une fois, de l'accordéon ou du piano tous les jours, vous allez progressivement, avec l'entraînement, allumer au niveau cérébral une pastille, si vous voulez, une surface de l'aire motrice qui est de plus en plus importante et qui traduit le fait que vous avez un enrichissement de la vascularisation de certaines zones, un enrichissement en connexion cérébrale qui fait que vous avez une zone qui est de plus en plus importante pour assurer une commande de plus en plus fine. C'est la même chose pour, si vous voulez, quelqu'un qui a les nez dans le parfum, dans le vin, qui vont reconnaître de plus en plus de choses. Plus on s'entraîne, plus on voit l'activité cérébrale s'organiser pour répondre à cette requête. Quand vous souffrez tous les jours, ou quand vous souffrez de façon prolongée, vous allez aussi entraîner votre cerveau à être de plus en plus attentif à la douleur. Et on s'entraîne à la douleur, c'est terrible, parce qu'on a l'impression que quelqu'un qui est soumis à une douleur prolongée, à une douleur, il va être de plus en plus résistant à la douleur. Non, c'est le contraire. Et en fait, cette réorganisation cérébrale, on arrive à la rééduquer, entre guillemets, avec ces stratégies psychocomportementales qu'on commence à beaucoup mieux comprendre. Mais l'activité physique, ça en fait également partie. Donc, si vous voulez, ces stratégies, pour l'instant, elles sont mal utilisées et très insuffisamment utilisées par les médecins. Je suis totalement persuadé, il y a tout un lot d'articles publiés dans la littérature internationale qui démontrent très formellement l'intérêt de ces thérapeutiques complémentaires. Merci beaucoup Thierry pour la présentation. Merci beaucoup Thierry pour thérapeutique pour la femme atteinte de polyarthrite rhumatoïde.
avec cette prise en charge, bien sûr, de la douleur, de l'inflammation, le soulagement de ces symptômes en premier, et puis l'introduction des traitements de fond ciblés. Et puis aussi, ce qui est très intéressant, c'est évidemment tous les compléments thérapeutiques comme l'activité physique et les thérapeutiques psycho-comportementales. Et tu as cité évidemment la méditation, l'hypnose. Donc on voit qu'il y a vraiment une source de progrès très importante dans les traitements de la polyarthrite rhumatoïde. Vraiment, merci beaucoup de cette conférence. Je vais donner la parole au docteur Jean-Michel Mrozowski, qui est président du CVAO et qui est donc pharmacien et qui va nous présenter à travers sa préparation sur le rôle et les missions du pharmacien, qui va nous présenter donc comment le pharmacien peut en effet aider, accompagner sa patiente à bien vivre son traitement de la polyarthrite rhumatoïde, vivre avec son compagnon finalement, parce que le traitement c'est un compagnon. Jean-Michel, c'est à toi. Merci Françoise. Eh bien oui, alors je pense que je vais un peu faire de la redite, mais qui est toujours utile parce que j'ai beaucoup apprécié cette intervention de notre rhumatologue et effectivement, il a bien parlé de la diversité des solutions que nous avons à notre disposition. Donc peut-être qu'il va y avoir un peu de redite, mais c'est toujours utile de continuer dans cette acceptation-là. C'est une redite, mais une autre façon de voir. Donc, il nous a parlé de traitement d'action immédiate. Effectivement, il y a les anti-inflammatoires à INS, il y a les corticoïdes orales à faible dose. Il a bien parlé de cette modulation des corticothérapies. Et puis, il y a le traitement antalgique si nécessaire, c'est bien évident. Mais il y a aussi ce traitement de fond qui est fondamental et il a parlé du méthotrexate et il a parlé aussi de thérapie ciblée. Mais on va voir ce que représentent ces thérapies ciblées. Juste un petit passage de diapo serait utile. Voilà. Eh bien, déjà, il y a une chose fondamentale, c'est le traitement résiduel de la douleur. C'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir mal et le paracétamol n'est pas un traitement réellement de la polyarthrite rhumatoïde, mais elle peut permettre de passer un cap. Il ne faut pas oublier le chaud et le froid qui peut avoir des bénéfices attendus. Et puis surtout, attention au surdosage. Le paracétamol n'est pas un médicament sans danger. Il a des doses et des risques de surdosage et il faut y être très attentif. Donc, je vais vous demander de passer la prochaine diapo. Donc, nous avons parlé aussi d'un risque avec les stéroïdes, les AINS et les corticothérapies, c'est bien évidemment le risque ulcéreux. C'est-à-dire que là, j'ai envie de vous dire une chose très simple. On prend ce type de traitement avec un repas et en prenant avec un grand verre d'eau. Ça paraît très simple, peut-être que ce message a été dit, redit et re-redit, mais il est très important d'apporter cette précision. Donc, nous allons passer à l'autre diapo pour vous dire simplement que, comme l'a dit le professeur de rhumatologie, il y a le traitement donc immédiat et les traitements de fond. Les traitements de fond, il y en a deux types, on va dire, d'un point de vue galénique, c'est-à-dire de forme du médicament. Il y a les voies orales avec le méthotrexate, ce qui a été dit, et maintenant les thérapies ciblées avec ce qu'on appelle, alors le terme est très pompeux, Janus kinase, et donc ils vont agir sur plusieurs médiateurs de l'inflammation. Et puis il y a la voie injectable avec les anti-TNF-alpha qui sont de plusieurs formes, et d'autre part, maintenant les inhibiteurs des récepteurs de ce qu'on appelle, ce dont a parlé notre professeur de rhumatologie, les interleukines 6, qui sont des médiateurs aussi de l'inflammation. Donc, je vais vous demander de passer
à la diapo suivante. Alors, une chose importante, c'est que les médicaments injectables sont des médicaments qui sont, alors je reviendrai un petit peu sur la diapo précédente, qui sont des médicaments fragiles parce qu'à température ambiante, ce sont des protéines, des biomédicaments. Donc, il faut faire très attention à la température de stockage et à la température aussi d'injection. Et d'autre part, il n'existe que sous forme injectable. Donc, diapo suivante. Alors, une chose fondamentale qui a été dit, et le terme qui est très important, c'est immunosuppresseur, c'est-à-dire ou modulateur. C'est-à-dire que, en fin de compte, le risque infectieux est majoré. Pourquoi? Parce qu'en même temps que je fais baisser le risque anti-inflammatoire, le risque inflammatoire, j'augmente le risque infectieux puisque j'ai de moins en moins de capacité à défendre contre une infection. C'est-à-dire qu'il y a un message fondamental, c'est que dès que je constate un peu de fièvre ou un élément 38,5, je ne dois pas attendre, je dois réellement voir avec mon médecin et avoir un avis médical et attendre les conseils de mon médecin, voire un traitement, pour éviter tout risque infectieux. D'autre part, il est absolument essentiel que je sois à jour de mes vaccinations. Nous, surtout, bon, avec toutes les vaccinations recommandées. Attention, il y a certains vaccins qui peuvent être contre-indiqués. Diapo suivante. Fondamentalement, vous avez vu que pour les médicaments qui sont par voie injectable, ce sont des médicaments par définition qui sont très sensibles. Dès lors, ils sont sensibles au chaud. Et donc, dans le cadre de la conservation de ces produits, il faut les conserver entre 2 et 8 degrés, c'est-à-dire au frigidaire. C'est fondamental, bien évidemment. Alors, diapo suivante. Il y a deux choses qu'il ne faut pas confondre. Il y a la température de stockage, c'est-à-dire celle qui va permettre de maintenir le produit en bonnes conditions avant son injection, et celle d'utilisation, c'est-à-dire celle que je vais avoir avant d'injecter le produit. Un médicament s'injecte à température ambiante, c'est-à-dire que je dois le laisser un tout petit peu se réchauffer pour éviter d'avoir des problèmes derrière, parce que s'injecter un produit froid n'est pas du tout optimal. Diapo suivante. Donc, que dois-je faire pour avoir un confort d'injection qui soit le meilleur possible? D'abord, savoir et s'assurer que j'ai bien mes capacités à pratiquer l'injection. Et si je n'en ai pas la possibilité, pour de multiples raisons, eh bien, le médecin peut prescrire une injection par une infirmière. Et donc, c'est tout à fait possible. Et pourquoi c'est important? Parce qu'il faut absolument que, je vous le disais, la température d'injection soit optimale. Pourquoi? Parce que quand on injecte un produit froid, eh bien, on va avoir potentiellement des réactions au point d'injection. Ce sont des réactions qui ne sont pas graves en tant que telles, mais qui peuvent donner une capacité d'inconfort majeur. Or, nous sommes dans des problématiques où nous devons prendre un traitement régulièrement, donc il faut éviter d'avoir ces réactions au point d'injection qui sont extrêmement désagréables et inconfortables. Donc, dès lors, il faut vraiment qu'en cas d'apparition, on puisse en parler, bien évidemment, au médecin. Diapo suivante. Alors, dans tous les cas, vous êtes informé d'effets indésirables de ces médicaments. Mais dès que vous êtes constaté un trouble inhabituel, il faut en parler à votre pharmacien qui va vous engager à aller voir un médecin ou pas. Et il faut faire très attention, et je vous l'ai dit, fièvre et tout symptôme de risque infectieux. Quand vous êtes fatigué, que cette fatigue soit de plus en plus importante, eh bien à ce moment-là,
il faut faire attention à cette détérioration de l'état général et ces asthénies. Tout ce qui peut être diarrhée, ulcération buccale, douleur abdominale. Il faut faire très attention à une chose, pour certains médicaments, les rougeurs ou douleurs oculaires peuvent apparaître. Ça ne veut pas dire que ça va apparaître tout le temps, mais elles sont potentielles, donc il faut y faire attention. Apparition du réseau veineux à la surface de la peau, apparition de réactions inflammatoires sur la peau, et puis d'autre part, faire attention si vous êtes sujet à des crises d'herpès. Tous ces éléments ne sont jamais certains, loin s'en faut. Ils peuvent être souvent rares, mais il faut pouvoir les détecter le plus souvent possible. Attention à l'automédication. Il faut vraiment demander un avis médical avant de faire une automédication. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire? Ah, boula, on est allé un peu vite. Voilà, hop, on va revenir à la voie. On va... Donc, diapo suivante. Diapo suivante. Alors, ce qui a été très bien dit par notre professeur de rhumatologie, c'était qu'il fallait faire très attention à sa qualité de vie. Votre confort de vie avec votre pathologie sera d'autant plus amélioré que vous aurez évité de consommer du tabac, de fumer des cigarettes, de boire de l'alcool. Bien évidemment, plus vous réduirez, voire au mieux pour l'alcool ou le tabac, arrêter la consommation, mieux ça sera. D'autre part, comme pour tout le monde, il faut favoriser un régime alimentaire équilibré. 5 fruits et légumes, c'est important. Et ce qui a été dit, ce qui me semble fondamental aussi, c'est d'avoir un exercice physique optimal et adapté. C'est-à-dire, effectivement, c'est pas, le marathon, c'est peut-être pas obligatoirement ce qu'il y a de mieux, mais avoir le sport ou l'activité physique qui vous est agréable, parce que aussi, cette notion est fondamentale. D'autre part, effectivement, la qualité du sommeil, il faut que vous respectiez votre sommeil. En un mot, vous devez prendre soin de vous. Et je finirai par la dernière diapo, c'est qu'est-ce que peut faire pour vous votre pharmacien en ville? D'abord, il vous accompagne dans la compréhension, le bon usage de votre traitement. Et puis, cette capacité à prendre correctement votre traitement est absolument essentielle, mais aussi, il vous aide à en comprendre l'utilité. Et puis, un pharmacien est là pour vous écouter et vous conseiller, surtout si vous êtes préoccupé. On a vu que le stress avait un rôle majeur et fondamental. Et d'autre part, il y a la notion d'orientation, où quand vous avez un souci quelconque, allez poser la question à votre pharmacien qui pourra vous donner la possibilité de vous orienter chez un kiné si nécessaire, chez un médecin généraliste si nécessaire, ou bien vers une infirmière pour vos injections. Voilà ce que je voulais vous dire de ce que pouvait faire pour vous le pharmacien. J'espère avoir été clair. Merci beaucoup, Jean-Michel, pour ton intervention et qui permet de mieux comprendre finalement le rôle du pharmacien auprès de sa patiente et comment est-ce qu'il peut en effet la conseiller, la suivre, l'accompagner dans cette maladie chronique et dans ses traitements, puisque en effet, c'est la clé pour pouvoir être soigné et se soigner. C'est toute la clé pour cette maladie qui est la polyarthrite rhumatoïde. Alors, nous avons une question déjà d'une patiente et qui nous dit « Mon sommeil est très perturbé, peut-être par le stress ou par ma maladie, je ne sais pas. Qu'est-ce que mon pharmacien peut me conseiller pour améliorer mon sommeil ?» Tisane, elle ne sait pas. Tisane, elle a mis point de suspension. Alors, dans tous les cas, il y a une chose, c'est qu'il y a deux éléments dans le sommeil. Il y a le fait de l'insatisfaction au sommeil. Quelquefois, on dort très bien, mais ce sommeil n'est pas suffisant, n'est pas considéré comme suffisant. Et ça dès lors, on peut tout à fait en discuter avec son pharmacien. Mais il y a un deuxième élément, c'est quand le sommeil devient réellement insuffisant, c'est-à-dire que la personne a la nécessité
de faire une sieste, par exemple, parce qu'elle est fatiguée dans la journée. Et ça, à ce moment-là, c'est une orientation vers le médecin qui sera nécessaire parce que là, il y a un impact, il y a un handicap vers de la maladie. Alors, est-ce que c'est le sommeil qui entraîne un handicap de la maladie ou la maladie qui entraîne un handicap vis-à-vis du sommeil? Ça, c'est quelque chose qui est beaucoup plus complexe à déterminer. En ce qui concerne tout ce que vous pouvez prendre, pourquoi pas? Il n'y a aucune incompatibilité, sauf à savoir si, par rapport au traitement, il peut y avoir des contre-indications, mais pourquoi pas, effectivement, des choses qui vous détendent, c'est-à-dire prendre une tisane avant de s'endormir, c'est un cérémonial qui est très utile. Oui, peut-être au lieu de prendre du café, par exemple, bien sûr. Ah, ben, le café est par définition un excitant, Oui. donc tout excitant avant de s'endormir n'est pas bon. Et d'autre part, savoir aussi faire un petit… arrêter d'être dans une trop grande activité avant de s'endormir et essayer de se faire une plage où on se détend. On a parlé de yoga tout à l'heure, on a parlé de méditation. Eh bien, effectivement, ça me semble aussi très utile. D'accord. J'ai une autre question qui est très importante. Tu as parlé de fatigue. Le professeur Thierry Chaverbeck aussi a beaucoup parlé de la notion de fatigue. Donc, nous avons une question là aussi d'une patiente. Je suis fatiguée, très fatiguée, et j'ai envie de prendre des vitamines. Qu'est-ce que vous pouvez me conseiller? Alors, devant la fatigue, l'asthénie, c'est quelque chose qui peut être totalement lié à la pathologie. Il faut voir que c'est tout de même une pathologie anxiogène et cette anxiété, cette difficulté à vivre, eh bien, c'est pas tout simple. D'autre part, alors les vitamines, il faut voir qu'il peut y avoir le fait que ça puisse être utile, effectivement, mais attention, en règle générale, à faire que avant de prendre des vitamines, il faut surtout s'assurer d'avoir une alimentation bien diversifiée. Et parce c'est très important l'alimentation, les vitamines apporteront le plus, si nécessaire. Et d'autre part, il faut faire attention à cette fatigue. Est-ce que cette fatigue est apparue tout de suite? Est-ce qu'elle est habituelle, inhabituelle? Est-ce qu'il y a des raisons à cette fatigue, etc., etc. Merci beaucoup, Jean-Michel Mrozowski, pour tous ces éléments et les conseils que peut prodiguer le pharmacien lors du parcours finalement thérapeutique. Je vais donner maintenant la parole au docteur Didier Poivret, qui est rhumatologue et qui est expert en éducation thérapeutique. Et j'ai une première question qui est très large et qui est l'éducation thérapeutique. Qu'est-ce que c'est en quelques mots, Didier? Alors bonjour à tous, merci de m'inviter. Qu'est-ce que c'est que l'éducation thérapeutique? Eh bien, c'est un terme un peu désuet qu'on pourrait plutôt appeler accompagnement, voire pour être plus tendance coaching, quelque chose comme ça. C'est apprendre à gérer la maladie et avoir les bons réflexes au bon moment. Nous disposons, comme l'a dit le professeur Schelerbeck, de moyens thérapeutiques extrêmement efficaces, mais qui dit extrêmement efficace dit aussi à savoir manier. Par exemple, pour manier une voiture, c'est très simple. Enfin, c'est très simple. Encore faut-il apprendre. Si on n'apprend pas, on va dans le mur tout de suite. Si on apprend, on tourne autour du monde plusieurs fois. Un ordinateur, c'est pareil. Si quelqu'un vous montre, ça va. Si on vous montre pas, ça va pas. Eh bien, les médicaments modernes, c'est pareil. Ce sont des médicaments qu'il faut s'injecter soi-même, souvent. Et puis, il faut savoir réagir, savoir quand on peut le faire ou pas le faire, si on a de la fièvre, pas de la fièvre, etc. Il faut savoir aussi déterminer si on est mieux ou pas, ce qui n'est pas toujours si simple. Donc, l'éducation thérapeutique, c'est apprendre à gérer son traitement et sa maladie. Ça déborde un peu sur la vie du patient, c'est-à-dire que nous sommes là pour aider le patient à faire en sorte que, comme on le dit, la maladie ne soit pas sa profession, c'est-à-dire qu'il puisse vivre une vie
la plus agréable possible avec les médicaments qui sont un progrès considérable par rapport à ce qui se passait avant l'an 2000, ça n'est pas très loin. Nous avons des thérapeutiques qui sont maintenant extraordinairement efficaces, mais qui dit efficace dit plus ou moins dangereux, donc il faut apprendre. C'est ça l'éducation. Si je comprends bien, en effet, l'éducation thérapeutique va aussi évidemment accompagner la patiente. Et donc, j'ai une autre question d'une femme, Marie, qui a 46 ans et qui dit moi, l'éducation thérapeutique, ça ne me dit rien. Je n'ai pas envie de me retrouver avec d'autres malades. Est-ce qu'il existe des séances personnalisées? Alors, tout dépend des programmes. Mais en général, nous avons aussi des séances personnalisées, par exemple avec une diététicienne, parce que nos patients se posent beaucoup de questions sur la diététique, ou bien avec un kinésithérapeute, ou bien avec un rhumatologue, et ainsi de suite. Ceci étant, dans notre expérience et dans l'expérience de tous ceux qui pratiquent l'éducation thérapeutique, une séance d'éducation thérapeutique induit toujours une attitude positive. C'est-à-dire que nous n'avons jamais vu quelqu'un qui vienne casser l'ambiance ou qui ne soit pas, qui n'utilise pas à comprendre qu'on peut essayer de voir les choses par le bon côté. Et la démarche positive qui se dégage des échanges entre patients eux-mêmes est extrêmement importante. En effet, nous sommes médecins, nous sommes soignants, mais c'est pas nous qui vivons ça. Et nous avons une façon de voir qui est assez technique, c'est notre rôle. Mais de parler de patient à patient, c'est beaucoup plus important. Je dirais que c'est un peu comme quand on fait un achat important, une maison ou une voiture ou je ne sais quoi, on demande toujours l'avis, non pas simplement de celui qui vend ce qu'on a envie d'acheter, mais aussi ceux qui l'ont utilisé. Bien là, c'est pareil. L'avis de gens qui ont utilisé les biothérapies ou qui ont réussi à trouver des solutions à leurs problèmes, ça permet d'aller de l'avant. Et nous n'avons jamais vu, dans notre expérience, de patients qui ressortent effondrés de la communication avec les autres. C'est au contraire une façon d'être solidaires les uns avec les autres. Et voilà. Donc, c'est un peu au choix et en fonction des possibilités. Nous aimerions bien avoir beaucoup de monde avec nous et pouvoir offrir aux patients des séances qui soient en dehors de l'hôpital, par exemple, mais ça n'est pas toujours si simple que ça. C'est vrai qu'il y a parfois une réticence justement pour revenir en effet à l'hôpital. Encore une question cette fois-ci qui est un peu nouvelle. Et c'est une femme qui nous dit j'ai fait une cure thermale, j'ai une polyarthrite rhumatoïde depuis 12 ans et finalement je me suis sentie beaucoup mieux. J'ai même perdu un peu de poids. Quel est votre avis sur la cure thermale, car j'ai bien envie d'en refaire une l'année prochaine? Alors, la cure thermale en elle-même peut être effectivement indiquée. Elle n'est certainement pas indiquée lors des poussées évolutives. Il faut faire attention lorsqu'on est sous biothérapie parce que les cures thermales sont quand même des endroits où beaucoup de gens se côtoient dans un milieu humide, pas forcément aéré tout le temps. Donc, il y a toujours, de temps en temps, on entend des contaminations, ceci et cela. Là, je dirais qu'il faut demander l'avis du rhumatologue. En période de rémission, quand ça va mieux, et pour décontracter les muscles et refaire bouger les articulations, une cure thermale peut être effectivement très efficace. Mais ça n'est pas systématique. C'est au rhumatologue de décider où aller. Ceci étant, une cure thermale, c'est aussi se déconnecter complètement souvent de son environnement et ça peut faire beaucoup de bien. Donc, à discuter au cas par cas. D'accord, c'est intéressant. C'est intéressant en tout cas de savoir que quand la patiente est en rémission, les choses sont sans doute plus facilitées et qu'elle doit quand même prendre un avis d'expert pour ça. Ça pour la protéger, bien sûr, pour la protéger des risques.
Alors, encore une question, docteur Didier Poivret, et c'est une question sur les traitements complémentaires et en particulier donc sur les douleurs, puisque ce patient nous dit qu'il a toujours des douleurs, il a des douleurs des poignets, des douleurs du dos, et donc il demande si les techniques d'électrothérapie peuvent être utiles dans les douleurs de sa polyarthrite rhumatoïde. On lui a dit que c'était des douleurs résiduelles. Voilà, donc est-ce que l'électrothérapie antalgique est possible pour lui? Alors, l'électrothérapie antalgique est pratiquée par les kinésithérapeutes qui ont des appareils adaptés. Peut-être que ce monsieur fait allusion à des achats sur Internet. On reçoit une multitude de publicités pour acheter différents appareils. J'aurais tendance à dire faites attention si vous achetez sur Internet. Vous ne savez pas très bien ce que vous achetez. Et puis, ces appareils normalement ne sont pas très chers. Donc, je dirais que allez donc chez le kinésithérapeute, il saura vous orienter et il fera cela dans le cadre de son activité, donc remboursé. Maintenant, chacun fait ce qu'il veut. Voilà, l'électrothérapie, c'est effectivement une thérapie, c'est effectivement quelque chose qui a une activité antalgique, mais je ne sais pas s'il faut aller je préconiserais d'aller chez les kinésithérapeutes ou dans les centres de soins agréés. Très bien, c'est très important tout ce qui est apporté comme élément évidemment pour les patients et les patientes. J'ai une question qui peut-être va être pour à la fois Didier Poivret et Jean-Michel Mrozowski. Donc c'est une question sur les orthèses. Est-ce que l'orthèse, je dois la porter jour et nuit? Mon médecin m'en a prescrit une pour le poignet, un poignet qui est douloureux, plus particulièrement donc à droite. Est-ce que je dois la porter tout le temps? Et quel est son but finalement? Parce qu'on me pose des questions en disant qu'est-ce que tu as? Et je suis un peu gênée de ces questions-là. Donc Didier, peut-être, qui répond d'abord Les orthèses sont une aide. D'abord, on en prescrit beaucoup moins maintenant que nous avons des traitements efficaces. Ceci étant, lorsqu'un poignet, par exemple, fait mal, mettre une orthèse pour mettre l'articulation au repos, c'est quelque chose d'efficace et qui va soulager le patient le temps qu'on passe la phase inflammatoire. Si on en est au stade séquelaire, où le poignet a une mobilité qui est réduite, mettre une orthèse, ça soulage aussi. Quant à la mettre le jour et la nuit, tout dépend de ce qu'on fait. Il y a un certain nombre d'orthèses, par exemple pour les arthroses du pouce, que nous conseillons de porter la nuit. Là aussi, je pense que l'avis du médecin ou du rhumatologue sera intéressant. Alors, le pharmacien, par contre, a un rôle essentiel à jouer parce qu'il connaît les différentes orthèses et la façon dont on peut s'en servir. Je pense que Jean-Michel va confirmer cette notion. C'est parfait, Jean-Michel va rebondir sur comment le pharmacien peut présenter l'orthèse, ou je ne sais pas, enfin les orthèses, comme vient de le dire Didier. Quel est le rôle du pharmacien pour peut-être les faire essayer, je ne sais pas. Dans tous les cas, chère Françoise, il est évident que nous allons prendre des mesures. Donc, effectivement, eh bien, il faut que l'orthèse soit adaptée à la personne, qu'elle soit bien conforme à la prescription du médecin, ce qui me semble absolument essentiel. Et puis, d'autre part, il y a une chose qui dans la question, il y avait un double cliquet dans la question, me semble-t-il. Il y avait le fait du soulagement, et là, je rejoindrai bien évidemment Didier sur ce sujet-là, c'est-à-dire que si ça soulage, c'est d'autant mieux. Après, j'ai entendu aussi quelque chose qui était de l'ordre du fait que j'ai une orthèse et on me demande pourquoi j'ai ça. Et donc, d'une certaine façon, ça place la personne dans une certaine culpabilité vis-à-vis de sa pathologie. Donc, là aussi, c'est à voir comment on gère ça et comment la personne gère ça. Et en fin de compte, c'est toujours un rapport
avantages, inconvénients. Et si ça me soulage parce que j'en ai besoin, c'est plutôt bien. Il faut qu'elle soit adaptée, ça c'est tout à fait, et il faut pouvoir l'essayer. C'est-à-dire que faut pas partir avec le pharmacien qui a fait la facturation, qui donne l'orthèse, et on n'a pas essayé. Non, ça c'est pas possible. Il faut que ça soit essayé. Il y a plusieurs tailles, etc., etc. Et effectivement, là il y a un travail d'accompagnement et d'adaptation à la réalité de la personne. Mais je pense aussi qu'il y a aussi cet aspect très psychologique de la relation avec l'orthèse. Oui, il ne faut pas négliger quand même, en effet, c'est un moyen supplémentaire. Encore une question, alors cette fois-ci, c'est une patiente qui nous dit qu'elle se néglige, elle n'a pas le moral et que peut-être elle est peut-être en dépression, elle dit en burn-out. Et donc, quelle serait pour elle la solution? La question est pour Didier Poivret. C'est difficile de répondre de manière générale. Ceci étant, je dirais sans forfanterie que le rôle des associations de patients peut être extrêmement important. C'est là, comme je le disais tout à l'heure, le rôle, l'échange avec quelqu'un qui a les mêmes problèmes, et ça c'est valable dans la vie courante aussi, quand on a eu une intervention ou des difficultés dans la vie, et qu'on les partage avec des gens qui ont rencontré les mêmes difficultés, eh bien ça crée des liens et on peut trouver ensemble des solutions. Donc, les associations de patients, un patient peut expliquer qu'il est normal ou il est habituel, qu'il y a des moments où ça va pas trop. Ça peut être en relation avec la maladie, ça peut être aussi en relation avec l'acceptation de la maladie par l'entourage, qui n'est pas très simple, parce que la douleur, au début, ça intéresse, l'entourage se dit oui, bon, et puis au bout d'un certain temps, on a l'impression que ça n'a pas beaucoup d'importance et on laisse tomber, ça n'intéresse plus. Donc, je dirais, le rôle du médecin, éventuellement pour donner des médicaments, voire d'un psychologue ou d'un psychothérapeute, mais aussi le rôle des associations de patients, parce que il ne s'agit pas simplement de dire t'as qu'à faire ci ou t'as qu'à faire ça. Ça va pour ceux qui n'ont pas vécu le problème. Et quand on a vécu le problème, c'est une attitude tout à fait différente. Donc, et l'éducation thérapeutique, par exemple, souvent les gens ressortent beaucoup plus enthousiastes ou en tout cas rassurés par rapport à ce qui existait avant, parce qu'on leur explique et puis on essaye de comprendre où sont leurs représentations de la maladie et des traitements. Donc, je conseillerais de s'adresser à des confrères, il y a des gens qui ont la même maladie, et comment ils ont fait, ou comment est-ce qu'ils ressentent la même chose. Voilà, nous sommes faits pour échanger les uns avec les autres. Le pharmacien a son rôle aussi à jouer. Il distribue les médicaments, il peut expliquer que peut-être il faut un peu attendre avant que ça agisse, et ainsi de suite. Enfin, je pense que Jean-Michel a quelque chose à dire dans je pense que ce que dit Didier est tout à fait vrai, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir être entendu. Ça veut dire que quelqu'un ait vécu les mêmes choses que soi. Et c'est difficile pour l'entourage. Didier dit très bien qu'au début, il y a le côté un peu théâtral, un peu oui, c'est important, oui, mais au bout d'un certain temps, oui, mais avec ta maladie, etc., etc. Donc, il y a une incompréhension de l'entourage qui peut se créer, voire le contraire, quelquefois, c'est « mais tu as mal ». Et tout le temps parler de la douleur de l'autre, ça finit par être fatigant pour celui qui l'a subi. C'est-à-dire qu'en fin de compte, c'est toujours théâtraliser la réalité de la pathologie de l'autre. Effectivement, derrière, il y a des traitements. Les traitements, mais là, bien évidemment, c'est à un médecin de déterminer l'utilité de ces traitements. On a peut-être tendance, peut-être trop, à parler trop rapidement de burn-out ou de dépression. Je suis tout à fait, Didier, en ce qui concerne ce que l'on peut faire et le fait de l'inauguration d'un traitement antidépresseur lorsqu'il est nécessaire.
Et effectivement, les traitements antidépresseurs demandent un tout petit peu de temps pour être actifs, et puis que peut-être qu'il faut trouver le bon antidépresseur. C'est peut-être pas obligatoirement toujours le meilleur, le premier. Écoutez, messieurs, il y a encore d'autres questions, mais il y aura vivre avec ma polyarthrite numéro 3, et nous nous en réjouissons. Il me reste maintenant à vous remercier vraiment pour ces présentations extrêmement intéressantes pour les écoutants. Je remercie aussi évidemment les patients qui nous ont accompagnés durant cette heure de conférence, les patients qui ont témoigné, apporté leur témoignage qui est très important, puisqu'ils nous ont livré leurs attentes et leurs ressentis. Et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup à tous. Au revoir.